Léa Chevrier, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui à l'Opéra de Rennes pour parler ensemble de votre installation sonore Un orchestre à soi qui nous entoure. Être entouré est le terme juste, je trouve, puisque l'exploration des possibilités narratives et sensorielles qu'offre le son spatialisé est le premier fil rouge de votre travail. Avec l'installation, vous combinez le premier fil rouge du travail que vous faites et le second axe de celui-ci et d'explorer les questions féministes. Vous faites revivre les compositrices que l'histoire écrite par les hommes ont oubliées de manière consciente finalement. Pouvez-vous nous expliquer la genèse de cette proposition et comment est née l'idée de cet orchestre à soi ? Donc il y a eu plusieurs déclencheurs, je dirais. Moi, dans ma formation de musicienne, j'ai fait 15 ans de conservatoire en musique ancienne, dans différents conservatoires. Je faisais de la flûte à bec baroque. Et je me suis rendu compte à 25 ans, je sais plus trop pourquoi, c'était aussi l'année de #MeToo, etc. D'un coup, j'ai pris conscience que j'avais jamais joué aucune partition d'une femme et que je pouvais citer que 2 compositrices dans toute l'histoire de la musique. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre cette affaire. Et je me suis dit, je pense comme beaucoup de gens, en fait, les femmes, comme c'était plus difficile pour elles de devenir compositrices, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu qui ont écrit des choses connues, en fait. Donc, il y a sûrement eu des compositrices qui ont écrit des choses, mais il n'y en a aucune qui a été vraiment très connue. Et puis, en parallèle de ça, c'était à peu près en même temps, je travaillais pour une abbaye dans le sud-ouest de la France qui s'appelle l'abbaye de Sordes, et il m'avait proposé de faire un parcours sonore, et j'étais assez libre dans les choix de ce que je pouvais faire. Et du coup, j'ai décidé de travailler sur une troubadour du XIIe siècle. Donc, en fait, le mot troubadour au féminin, on dit trobaïrite, donc sur une trobaïrite du XIIe siècle, qui s'appelle Béatrice de Die. Et je vous expliquerai pas comment je suis arrivée à ça, parce que sinon, ça va être un petit peu long. Mais j'ai travaillé sur cette compositrice, donc j'ai fait un parcours sonore qui fictionne un peu sa vie. Et puis du coup, en faisant ça, je me suis dit, tiens, moi qui étudie la musique baroque, donc qui dure à peu près 150 ans, qui est le XVIIe et le début du XVIIIe siècle, je me suis dit, c'est marrant, je connais aucune compositrice de cette époque-là. Est-ce qu'il y en a eu ? Puisque je venais de découvrir qu'il y avait des compositrices au Moyen-Âge. Je savais pas qu'il y en avait d'autres que Hildegard von Bingen, qui est assez connue. Est-ce qu'il y en a à l'époque baroque ? Et là, en fait, je suis tombée de ma chaise, littéralement, parce que j'ai découvert Élisabeth Jacquet de la Guerre, qui est dans l'exposition, un peu plus loin là-bas. Son portrait flotte dans les airs. Et Élisabeth Jacquet de la Guerre, c'était une compositrice donc, du XVIIe siècle, hyper connue, hyper reconnue à l'époque, et qui était même à la cour de Louis XIV. Et Louis XIV lui avait donné une bourse pour qu'elle puisse publier et continuer à composer et pouvoir, tout en gagnant sa vie, quoi. Et en fait, là, vraiment, je me suis dit, il y a un problème. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 15 ans d'études au conservatoire. J'ai eu plein de profs différents, des hommes, des femmes, des profs d'histoire de la musique, des profs de flûte, des profs de plein de choses. Et personne ne m'a même dit son nom, quoi. Et c'est une compositrice qui est française. Donc moi, j'ai surtout étudié cette période qui fait 150 ans, et j'ai surtout étudié les compositeurs français. Là, je me suis dit, c'est pas moi qui déconne, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et du coup, j'ai creusé. Et j'ai trouvé plein de compositrices, et surtout j'ai trouvé plein de musicologues en fait qui font un travail formidable sur ça pour les documenter aujourd'hui. Mais c'est là depuis 2-3 ans, il y a des livres et des podcasts qui sont accessibles au grand public qui commencent à sortir, donc ce sujet il commence à être démocratisé. Mais moi j'ai commencé ça il y a à peu près 5 ans, et il y a 5 ans il y avait très peu de choses qui étaient, on va dire, accessibles facilement. Il y avait des bouquins de musicologie mais qu'il fallait se coltiner un petit peu quand même, et il y avait rien sur ce sujet qui soit facilement accessible. Donc voilà, j'ai eu envie de travailler sur ça. Et comment avez-vous appliqué de manière concrète votre travail sur le son spatialisé au cœur de l'installation ? Donc oui, en effet, moi, dans mon travail d'ingé son, je fais beaucoup de sons spatialisés. Donc du coup, assez naturellement, j'ai eu envie de faire ça, puisque c'est ce que je fais. Et en général, on va pas en parler, mais en général, je fais du binaural, donc il y a une technique de son spatialisé au casque. Et pour une fois que je pouvais faire autre chose, j'ai eu envie de faire autre chose. Et du coup, j'ai eu envie de faire une installation sonore et de revenir aux enceintes. Et donc, avec du son spatialisé plus concret, avec des sources sonores qu'on peut vraiment mettre dans l'espace et pas quelque chose qui est plus virtuel au casque. Et du coup, je trouvais ça intéressant, la question de l'espace, pour travailler cette histoire d'invisibilisation. Et donc en gros, ce qu'on peut venir écouter dans cette installation, c'est la musique électroacoustique qui fait une 15aine de minutes. Et je travaille sur l'espace dans le sens où, au début, donc je fais émerger des voix qui chantent des chants de compositrices, et on les entend qu'à certains endroits de l'espace qui sont assez resserrés, si je parle de manière un petit peu technique, mais il n'y a pas toute la bande fréquentielle, c'est-à-dire que la voix elle est un petit peu réduite, un petit peu serrée. Et puis à la fin, l'idée c'est qu'on entend vraiment un chant qui cette fois prend vraiment tout l'espace, et donc il va être réparti dans toutes les enceintes de l'installation, et cette fois le visiteur il se sent entouré de ce chant,
Et cette fois, la voix, elle remplit vraiment aussi tout l'espace fréquentiel avec les graves, les aigus, etc. Et donc, en fait, je joue sur cette sensation de quelque chose qui est un peu étriqué au début, qui a du mal à exister, qui est dans un coin de l'espace avec un son qui est un peu étriqué. Et à la fin, on a un son qui prend tout l'espace et spatial et fréquentiel. Et voilà, je joue sur ça pour jouer sur ce sentiment d'être invisibilisé et puis de reprendre l'espace qu'on doit prendre, quoi. Et pour s'approprier un peu l'espace comme ça, les enceintes ne sont pas forcément des enceintes. Enfin, on n'attend pas de voir des enceintes comme ça. Vous pouvez expliquer un peu l'idée de... Ah oui, donc il y a 2 types de... Ça, c'est une enceinte. Il y a 2 types de... J'utilise 2 types de systèmes de diffusion dans cette installation. Donc, il y a des vraies enceintes qu'on ne voit pas, là, je pense, dans le cadre, mais qui sont par terre. Donc, des enceintes qu'on a l'habitude de voir dans des concerts ou autres. Et j'utilise aussi donc un petit vibreur qui est à l'arrière du pupitre. Donc, ça, c'est un pupitre en bois que j'ai fait fabriquer par une menuiserie à Rennes qui s'appelle Meubles et Mains. Et derrière donc la planche de pupitre, j'ai vissé un vibreur qui est un petit dispositif sonore. En fait, c'est comme une toute petite enceinte, mais qui n'aurait pas de caisse de résonance, on pourrait dire. Et là, du coup, on la pose sur un objet, et c'est cet objet qui va faire office de caisse de résonance. Et donc là, en l'occurrence, c'est juste cette planche de bois qui vibre. Et donc, j'envoie toutes les voix de la composition dans les pupitres. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'entend pas bien toutes les fréquences, parce que ça reste une planche de bois qui vibre, c'est pas une vraie enceinte qui est étudiée pour vibrer correctement dans toutes les fréquences. Et donc, on a quelque chose qui sonne, ça sonne quand même bien, en fait, c'est quand même assez étonnant, mais ça sonne quand même un petit peu restreint. Et du coup, je joue sur ça pour avoir au début un son qui est pas très très joli. Des fois, ça grésille un petit peu parce que le bois, il a un peu bougé. Et puis à la fin, hop, les voix, elles sont envoyées aussi dans les enceintes qui sont des vraies enceintes. Et donc là, cette fois, on a un son qui est vraiment plein, qui est vraiment entier, quoi. Et quelle compositrice on peut retrouver ici dans l'installation ? Alors, il y a 2 choses, parce que donc, dans la composition électroacoustique de 20 minutes, l'idée, c'est qu'il y ait une infinité de possibilités. Donc, pour l'instant, actuellement, on va dire que dans chaque version, il y a à peu près une vingtaine de morceaux que j'utilise, entre 18 ou 20, enfin quasiment un morceau par compositrice en gros. Donc on a à peu près une vingtaine de compositrices. Mais l'idée, c'est que cette œuvre, elle est collaborative en fait, et que chacune, les visiteurs et puis qui veut participer, peut participer, enregistrer un morceau, et moi je l'interchange et je le mets dans la création sonore électroacoustique, ce qui fait qu'elle évolue tout le temps dans le temps, mais elle reste la même, donc elle va faire toujours une quinzaine de minutes, elle a toujours la même construction avec une logique qui est assez narrative, mais à l'intérieur, il y a certains chants qui sont remplaçables en fait par d'autres, et l'idée c'est que ce projet ce soit infini et qu'en fait on puisse tous participer, parce que moi en tant que Léa, je peux pas, à part proposer ça, je peux pas faire grand chose en fait, et l'idée c'est que j'ai envie que n'importe qui puisse se saisir aussi de ça et que tous ensemble on fasse revivre cette musique, quoi. Et du coup j'ai besoin en fait pour moi c'est très important que cette œuvre elle soit collaborative et collective, quoi. C'est pas que moi cette œuvre, et qu'on puisse tous participer et l'enrichir et créer cette bande ensemble. Donc moi j'ai pensé à un dispositif, et maintenant on peut tous s'en emparer et on peut venir enregistrer des chants. Et donc si quelqu'un demain découvre un chant qui n'existe pas encore dans l'œuvre, il peut m'appeler ou venir voir l'install, et il y a une cabine d'enregistrement qu'on est en train de faire dans l'installation, et je l'enregistre et je le mets dans l'installation. Et en fait l'install, à chaque fois du coup, l'idée c'est qu'elle tourne cette installation, et à chaque fois que je l'expose quelque part, et la bande sonore elle est légèrement modifiée, quoi. Donc je peux pas répondre à cette question. Et par contre dans la web série, donc que dans l'installation il y a cette installation sonore, mais il y a aussi une série qu'on peut voir sur des tablettes, une série qui est réalisée par Laureline Amagneux et qui est diffusée aussi sur France TV. Et dans cette série, pour le coup, on fait le portrait de 8 compositrices, ça c'est fixe. 8 compositrices qui vont du 12e au début du 20e siècle. Concrètement, c'est une sorte de karaoké. Oui, voilà. C'est comme ça qu'on s'en saisit. C'est ça. Et donc le 3e aspect de cette installation, qui est encore en cours d'élaboration, c'est un karaoké. Donc pour l'instant, il existe ce karaoké, mais il n'est pas encore relié à l'installation. C'est-à-dire qu'on peut aller dans le karaoké. Il y a 8 chants pour l'instant qui sont disponibles. On peut des extraits de chants qui font à peu près 20 secondes pour que ça soit mémorisable. On peut l'écouter plusieurs fois pour l'apprendre, et ensuite c'est comme un jeu, c'est comme le jeu SingStar sur PlayStation. Et donc on peut être 2 joueurs, et en fait chaque joueur il voit ce qui chante. Il y a une petite ligne qui illustre notre voix, et si on chante la bonne note dans le bon rythme, ça s'illumine, et donc on fait des points. Et donc comme ça c'est un côté un peu ludique pour voir si on a réussi à mémoriser le chant et à l'apprendre.
Et donc pour l'instant, le karaoké, on est encore à la version 1, on va dire, de l'expo, où le karaoké, pour l'instant, il est décorrélé de l'installation sonore. Il y a l'installation sonore qui tourne, il y a le karaoké qui tourne à côté, et c'est pas relié. Et moi, si je veux mettre des nouveaux chants dans l'installation sonore, je dois le faire manuellement. Je prends un chant, je l'extrais, je le découpe en petits morceaux et je le mets dans la création sonore. Mais l'idée ensuite, c'est que ça puisse se faire de manière automatique. Et ça va se faire. Et on ne sait pas exactement pour quand, mais c'est en cours, donc ça va arriver très bientôt. Et donc l'idée, c'est qu'on est en train de faire travailler une développeuse et un développeur sur ce projet, et qu'on puisse donc chanter, apprendre un chant dans le karaoké, le chanter, et ensuite l'ordinateur va sélectionner automatiquement le chant, va le découper et va l'incruster dans la création sonore, tout ça en temps réel. Ce qui fait que quand on viendra dans l'installation, on pourra venir dans le karaoké, enregistrer un chant et ensuite s'entendre. Alors ça va être des tout petits bouts, faut pas être trop égocentrique, ça va être un petit bout d'une seconde par-ci, un petit bout d'une seconde par-là, mais en tout cas, on aura participé à l'œuvre, et l'idée c'est que elle soit collaborative et qu'on puisse tous participer à ça pour refaire vivre ces compositrices tous ensemble. Comme vous l'avez dit, il y a une web-série documentaire qui a été réalisée par Laureline Amagneux, et elle est composée de 8 épisodes de 5 minutes qui vient s'intégrer à l'installation. La voix off du documentaire s'adresse directement aux compositrices en disant « tu ». Quel a été l'intérêt pour vous de choisir cette forme d'adresse-là, qui peut paraître surprenante? Donc la voix off, c'est une comédienne déjà qui s'appelle Chloé Shop qui fait cette voix, que je salue. Et donc cette adresse au tu, donc on a choisi ça avec Laureline et aussi avec Cécile Cross, qui est une des productrices de cette installation. On a eu cette idée ensemble pour... L'idée, en fait, c'est qu'on a voulu rendre ce sujet de la musique classique le plus accessible possible. Parce qu'en fait, là, pour moi, on dépasse un petit peu le monde de la musique classique qui peut être qui peut paraître un peu élitiste, qui est réservé à une certaine partie de la population, qui lire la musique, etc., etc. Et là, en fait, le sujet, il déborde un petit peu parce que finalement, on parle autant de féminisme que de musique classique. Et donc, du coup, on avait envie que ça puisse s'adresser à tout le monde. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que dans l'installation sonore, il n'y a quasiment pas de voix lyrique. Il y a quelques voix lyriques, mais très peu. Et le karaoké, il permet à n'importe qui de chanter avec une voix non lyrique tous ses chants. Je les ai fait d'ailleurs, toutes les voix témoins qu'on entend dans les karaokés, c'est pas des voix lyriques. J'ai fait exprès de prendre des chanteurs pro ou amateurs d'ailleurs, mais de bon niveau, mais pas lyriques, pour rendre cette musique accessible. Et dans la série, on a cette même logique en fait d'essayer de rendre ça accessible, parce qu'en fait c'est une histoire qui nous concerne tous, qu'on soit dans ce petit monde de la musique classique ou pas. C'est quelque chose qui nous concerne, le fait qu'on croit qu'il n'y a pas eu de compositrice dans l'histoire. En fait, la musique classique, même les gens qui sont pas spécialement aficionados de la musique classique, tout le monde a entendu parler de Bach, tout le monde a entendu parler de Mozart, on l'entend dans les films, on les entend partout. Et ça, je pense que ça imprègne en fait un peu tout, parce que c'est quand même notre culture commune, en tout cas une certaine partie. Et je pense que même si on est chanteur de rap, de R&B ou de jazz, le fait qu'on croit qu'il n'y ait jamais eu de compositrice, ça nous impacte à un endroit. Et du coup, voilà, ça pour dire que j'ai voulu rendre ça accessible de manière plus large que le monde de la musique classique. Et du coup, cette adresse au tu de la voix off, un peu long, mais cette adresse au tu, c'est pour rendre ces compositrices plus palpables, plus intimes en fait. Et voilà, donc du coup, pour les rendre plus sympathiques et pas des grandes bourgeoises du XVIIIe siècle inaccessibles dans leur château, quoi. Parce que c'est quand même aussi ça la réalité. Aujourd'hui encore, on associe souvent les compositrices présentes dans l'installation avec des hommes. Par exemple, Francesca Caccini avec son père et Alma Mayer avec Gustave, etc. Êtes-vous d'accord avec cette idée que l'invisibilisation a été faite de manière consciente par ceux qui l'ont écrit, du coup? Je m'avancerai pas sur le fait que c'est conscient, j'en sais rien. Je suis pas sociologue, je ne sais pas. En tout cas, c'est fait de manière systémique. Dans les exemples que vous avez cités, il y a les proches des compositrices, donc soit leur père, soit leur mari, qui potentiellement leur a fait de l'ombre. Alors pas toujours. Par exemple, dans le cas de Louise Farinck, son mari l'a beaucoup aidé, au contraire, à publier parce qu'il était éditeur de musique. Et donc on montre aussi des hommes qui ont soutenu des femmes, parce qu'on veut pas être trop binaire et dire tous les hommes sont méchants, toutes les femmes sont superbes. On essaye le plus possible quand on peut d'apporter un petit peu de nuances dans tout ça. Et du coup, je sais pas si c'est fait de manière consciente, mais en tout cas, c'est fait de manière systémique, que ce soit par des proches ou par les musicologues, les personnes qui ont écrit l'histoire, les personnes qui apprennent l'histoire aux autres. Et ça, c'est très compliqué de dire que c'est... Je peux pas répondre à cette question de pourquoi le patriarcat, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient, j'en sais rien. En tout cas, le fait est que c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui encore. Et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure quand vous avez commencé le travail il y a 5 ans. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui, avec la restructuration d'un patrimoine, que la place des femmes musiciennes ou compositrices a évolué ?
Je crois un peu, mais après c'est dur pour moi de savoir quels paramètres rentrent en jeu dans ce que je ressens. Mais j'ai l'impression qu'au début, quand je suis arrivée avec cette idée, ça marchait pas trop, donc ça intéressait pas trop les gens. Alors, c'est là que je sais pas si... Est-ce que c'est parce que c'était trop tôt ? Est-ce que c'est parce que moi j'étais personne ? Est-ce que c'est parce que c'est tout ça en même temps ? Et qu'aujourd'hui ça marche ? Alors, est-ce que c'est parce que au bout de 5 ans, j'ai réussi à monter une équipe autour de ça, trouver des productrices qui m'ont énormément aidé pour pouvoir trouver de l'argent et se tourner vers les bonnes personnes et qui fait qu'aujourd'hui ça marche. Mais aujourd'hui, limite, on me dit c'est un peu mainstream. Limite, on peut me reprocher des fois que je surfe sur la vague. En gros, limite, je fais ça parce qu'aujourd'hui ça marche, les projets sur les femmes, et je me fais de l'argent sur ça. Ce qui est un peu douloureux pour moi parce que ça fait 5 ans que je fais ça, et il y a 5 ans, limite, on me disait ça nous intéresse pas. Mais voilà, après, je peux pas tirer une trop grande conclusion de ça parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, est-ce que c'est parce que les choses elles ont bougé, ou est-ce que c'est parce que moi, le temps que je fasse mon chemin, d'un coup, là, ça intéresse les gens ? Mais c'est sûr que je vois bien depuis 2-3 ans qu'il y a plein de choses qui sortent sur ça. Il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des BD, il y a plein de trucs qui sortent sur ça. Donc j'arrive au bon moment, quelque part, c'est aussi pour ça que ça marche. Mais oui, ça bouge.